Ivoirienne, Ivoirien, je vous salue. J'ai voulu commencer cette journée de communication politique par une grande musique. Une musique que tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, eh bien, ont sans doute entendu, notamment ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire des années musicales glorieuses, 60, 70, 80. Et la figure que j'ai choisi de présenter ces derniers jours, c'est François Louga, alias le Papa National, qui repose actuellement dans la région donc de Lakota, en pays d'Ida. François Louga qui a légué à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique l'une des plus belles œuvres musicales qui soient. Oui, ces monuments méritent d'être connus. Et l'amour de l'Afrique passe par l'amour de la culture africaine. Et l'amour de la culture africaine passe par la connaissance de cette culture. Certains m'interrogent souvent sur la place que la musique occupe dans mes émissions, dans mes conférences d'éveil citoyen. Je me suis souvent expliqué, mais peut-être pas à toutes les occasions. Je rappelle simplement que la musique, en tant que la production des sons qui plaisent à l'âme, est un canal et un moyen exceptionnel de communication et de contact entre les consciences. Quand je vous propose une musique, d'une certaine façon, je vous propose de me rejoindre dans un certain état d'âme qui m'habite. Les musiques que je choisis sont des projections de mes états de conscience, de ce que j'aimerais partager avec vous. Elles ne sont pas innocentes. Elles sont en rapport avec la vibration, l'émotion, mais aussi avec la réflexion que je veux partager avec vous. Et j'instaure sur mes chaînes TikTok, Facebook et YouTube un moment spécial qui aura souvent lieu les mercredis de chaque semaine, puisque notre mouvement ivoirien Générations et Peuples Solidaires instaure la tradition d'une déclaration hebdomadaire qui sort les mardis, tous les mardis de la semaine, sur la situation politique nationale en Côte d'Ivoire. Alors, en ma qualité de coordonnateur chargé de la formation et de la production des livres du mouvement Génération et Peuples Solidaires de Côte d'Ivoire, sous la houlette du leader générationnel Guillaume Kibafori Solo, j'ai choisi de consacrer, après la publication de la déclaration de notre mouvement, toujours désormais un moment, dès le lendemain, à donner un décryptage, une analyse de cette déclaration. Alors, d'abord, la déclaration, elle sort, et nous laissons le temps à tout le monde d'en prendre connaissance, même si, avant d'en donner une analyse, il faut encore que nous laissions le temps à chacun d'en prendre connaissance. Donc, je vous laisse d'abord le temps de prendre connaissance, parce que tout le monde ici n'a pas pris connaissance de cette déclaration, mais c'est une déclaration essentielle parce qu'elle montre l'orientation et elle montre la vision politique du mouvement Génération et Peuple Solidaire, mais une vision politique qui ne se limite pas aux seuls événements nationaux, mais qui renvoie aux événements internationaux. Comment notre mouvement en Côte d'Ivoire voit l'espace international. Et de telle façon que si nous prenons l'habitude, de bien lire les déclarations de Génération et Peuple Solidaire tous les mardis, et d'autre part, de bénéficier des décryptages que moi ou d'autres camarades de notre mouvement vous en donneront, eh bien, on pourra ensemble vraiment travailler à partager une vision commune pour une Côte d'Ivoire libérée dans une Afrique souveraine. Et c'est dans cet esprit que j'instaure ce moment, parce que, autrement, la profondeur des déclarations que notre mouvement produit pourrait échapper à certains. Commençons donc par la déclaration. Je vais vous faire écouter, et donc la déclaration d'abord, et revenir sur chacun de ces axes. Sur chacun de ces axes. Je vais vous faire écouter ça. Écoutons la déclaration. Déclaration numéro 004 de Générations et Peuples Solidaires, en abrégé GPS, relative à la vie de la nation. À l'occasion de sa réunion du samedi 13 juillet 2024, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires, en abrégé GPS, s'est intéressé à plusieurs sujets marquant de l'actualité sociopolitique internationale et nationale. De la paix dans le monde. C'est avec stupeur
que le monde entier a suivi en direct la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, leader de l'opposition et candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle de novembre 2024. En effet, en plein meeting de campagne électorale, M. Trump a été la cible de tirs d'armes à feu qui, fort heureusement, n'ont fait que l'effleurer. Ce fait ne constitue pas un cas isolé dans l'histoire tourmentée de la vie politique américaine. Il s'apparente à la tentative d'assassinat dont a été victime Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis en 1904, dans des circonstances politiques similaires. Il n'échappe à personne que cet acte odieux, s'il avait abouti, aurait pu faire basculer la première puissance mondiale dans le chaos, dans un contexte international troublé et instable. Ce fait d'une extrême gravité est incontestablement le résultat de discours virulents et haineux, ainsi que d'une stratégie de diabolisation des adversaires politiques. La violence verbale et la stigmatisation ouverte de certaines catégories de la population ont sans doute joué un rôle décisif dans le passage à l'acte du tireur. À peu de choses près, il est triste de constater que le RHDP en Côte d'Ivoire, bien qu'au pouvoir, s'est inscrit dans la même logique de violence verbale, de diabolisation systématique des acteurs de l'opposition. Cette surenchère politicienne peut, si l'on y prend garde, mener à la même catastrophe. L'exemple du Rwanda est là pour nous le rappeler. C'est pourquoi GPS interpelle le régime du RHDP afin que cesse la diabolisation et la criminalisation des opposants politiques. Je m'arrête d'abord à ce premier fait. La méthode d'analyse de cette déclaration sera toujours celle-là. Je vous laisse écouter un premier élément de la déclaration, je le commente, et je vous laisse écouter le suivant, et je le commente. Quel est l'enseignement que notre mouvement tire de la tentative d'assassinat subie par l'ancien président américain Donald Trump et actuel candidat à l'élection présidentielle américaine? La leçon que GPS en tire, c'est que cette tentative d'assassinat a été possible parce que, aux États-Unis, il y a une ambiance qui a été montée sur les épingles par les différentes forces politiques pour présenter celui qui n'a pas la même opinion politique que soi comme un homme à tuer, comme un homme à abattre. Il y a eu une incitation à la violence qui s'est généralisée dans la politique américaine et qui fait que c'est une politique brutale. Et Génération et Peuple Solidaire souligne que c'est cette brutalisation de la politique. C'est cette réduction de l'opposant politique à l'ennemi à abattre qui explique le passage à l'acte de l'individu qui a failli tuer Donald Trump. Génération et Peuple Solidaire établit alors un parallèle entre la logique de diabolisation de l'opposant politique, de diabolisation de la différence politique que nous observons aux États-Unis et qui a conduit à cette tentative d'assassinat, et puis ce que nous observons en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Alassane Dramane Ouattara et ses partisans font régner un climat de terreur contre tous ceux qui n'ont pas la même opinion politique qu'en Côte d'Ivoire. Les prisons politiques sont encore pleines, les exils politiques sont encore nombreux, les crimes politiques existent encore, les brimades, les intimidations, les harcèlements, les spoliations, ayant pour but de présenter toute Ivoirienne, tout Ivoirien, tout acteur politique en Côte d'Ivoire qui ne fait pas les 4 volontés de M. Alassane Ouattara comme un homme ou une femme à abattre. Donc, Génération et Peuple Solidaire profitent de l'enseignement de cet événement américain pour rappeler M. Alassane Dramane Ouattara et le RHDP leur responsabilité dans les risques que court la Côte d'Ivoire, aujourd'hui et demain, en raison de leur
allergie à la différence, leur allergie à la critique, leur allergie au pluralisme, leur mépris des libertés et des droits fondamentaux des Ivoiriens. La suite. Dans la même veine, GPS a suivi la commémoration du 75e anniversaire de l'OTAN du 9 au 11 juillet 2024 aux États-Unis. Créé le 4 avril 1949, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'objectif de l'OTAN était d'assurer la paix dans le monde en constituant une alliance militaire pour garantir la défense de ses membres face aux périls communistes, disait-on. Force est de constater qu'en dépit de la chute du mur de Berlin et de la disparition du bloc soviétique, matérialisée par la dissolution le 25 février 1991 de l'alliance militaire équivalente que fut le pacte de Varsovie, l'OTAN non seulement a subsisté, mais s'est étendue à plus d'une vingtaine d'autres pays qui n'en étaient pas membres à l'origine. La superpuissance militaire qu'est devenue l'OTAN c'est de faire arroger les prérogatives de gendarme du monde et de garante de la paix universelle. Elle s'est même attribué la possibilité de conduire des guerres dans des pays qui ne menacent la sécurité d'aucun de ses membres au nom de sa vision du monde. Pourtant, au regard du droit international, seule l'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU, peut déclarer la guerre sous les conditions du chapitre 7 de sa charte. Or, il savait que l'OTAN, en violation du droit international et sans mandat des Nations Unies, a mené des guerres sur presque tous les continents. La guerre de l'OTAN, menée en Libye en 2011, a eu pour conséquence directe la déstabilisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso et l'essaimage de groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne. Aujourd'hui, merci Jules Angelo. En armant l'Ukraine dans le but d'intensifier la guerre face à la Russie, l'OTAN agit comme une partie belligérante dans ce conflit et ne contribue pas à l'avènement d'une solution pacifique durable. Et l'horizon d'une guerre nucléaire menace l'humanité entière de disparition. C'est pourquoi GPS appelle toutes les voix autorisées à soutenir toute initiative de paix et encourage le président de l'Union européenne, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, à persévérer dans sa démarche diplomatique pour la paix. Des accusations de GPS s'est donc penché sur la matière pour tenter d'en saisir les tenants et les aboutissants. La sensibilité et la délicatesse du sujet nous imposent de l'appréhender avec beaucoup de maturité au regard des liens historiques. Alors, je m'arrête là pour commenter le deuxième événement. C'est l'anniversaire de l'OTAN qui s'est tenu aux États-Unis. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le mouvement Génération Un Peuple Solidaire rappelle que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale pour protéger globalement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour protéger globalement les intérêts de l'Occident par opposition au grand bloc de l'Est qui s'était rassemblé dans ce qu'on a appelé le pacte de Varsovie. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui, comme l'indique son propre sigle, avait pour but la protection de l'Europe, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, et de cette partie de l'océan Atlantique, la partie nord de l'océan Atlantique, cette organisation se justifiait, au moins jusqu'au moment de la chute du mur de Berlin. Parce que en 1989, quand le mur de Berlin va tomber, le pacte de Varsovie prend fin. Il n'y a plus un bloc de l'Est qui serait constitué face au bloc de l'Ouest. On se serait attendu normalement à ce que l'OTAN disparaisse et que désormais ce soit l'Organisation des Nations Unies et elle seule qui soit
chargé de la gestion des relations internationales entre les États. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le bloc de l'Est s'est dissous, mais le bloc de l'Ouest, et notamment son organisation militaire, l'OTAN, a commencé à se renforcer et même à récupérer des pans entiers de territoire des pays qui appartenaient à l'ancien bloc de l'Est, à l'ancien pacte de Varsovie. L'OTAN s'est mis à progresser de l'Ouest vers l'Est, et nous, Africains, observons que l'OTAN s'est mise à progresser du Nord vers le Sud, au point que maintenant, il y a un commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud. Le mouvement Génération et Peuple Solidaire observe en outre que l'OTAN n'a pas cessé depuis qu'elle a été créée, et comme le rappelle d'ailleurs ce bel ouvrage de Daniel Ganser, l'OTAN n'a pas cessé de perpétrer des guerres partout sur la Terre, de semer le chaos et la division partout sur la Terre, utilisant la stratégie qui consiste à fragiliser les États pour leur imposer sa suprématie militaire et par là imposer la suprématie économique, la suprématie diplomatique et politique des États-Unis et de leurs alliés occidentaux. Donc, Génération et Peuple Solidaire observe en outre que c'est dans le cadre de cette stratégie de l'OTAN que l'Ukraine a été instrumentalisée pour affronter la Russie, dans l'ambition de la démanteler et d'imposer une avancée de l'OTAN vers la Chine. Génération et Peuple Solidaire fait remarquer que ceci nous conduit à une situation de risque de guerre nucléaire. Et qui dit guerre nucléaire ne dit pas simplement la destruction potentielle de l'Occident et de l'Orient, mais la destruction potentielle de toute l'humanité, au regard des armes nucléaires qui ont été accumulées par les grandes puissances de l'Ouest et les grandes puissances de l'Est. Voilà pourquoi notre mouvement affirme qu'il faut favoriser les initiatives de dialogue et de paix, incarnées entre autres en Europe par Viktor Orban, l'actuel Premier ministre de Hongrie qui assume la présidence de l'Union européenne. Il faut encourager cette initiative de paix parce que c'est seulement dans la paix que se trouve l'intérêt de l'Afrique. Et il faut que les Africaines et les Africains perdent l'habitude de penser que c'est un problème qui se passe entre eux. Car partout sur cette terre où il y a un risque de confrontation nucléaire, nous sommes tous en danger, sans exception. L'armement nucléaire qui a été accumulé par les grandes puissances nucléaires est tel que s'il y a un conflit nucléaire généralisé, notamment donc entre le bloc Ouest et le bloc Est, toute l'humanité est entraînée vers sa disparition. D'où l'importance pour non seulement les États, les gouvernements, mais également les sociétés civiles africaines, de s'impliquer pleinement pour que les relations internationales soient placées sous l'exigence de la paix, de la sécurité pour tous et de la justice. Et c'est le sens ici de l'interpellation de Génération et Peuple Solidaire. On passe au troisième sujet. GPS va parler des accusations qui ont été formulées par le chef de l'État du Burkina Faso, le président du Faso, Ibrahim Traoré, contre la Côte d'Ivoire. Suscite préoccupation et inquiétude en juillet 2024 a formulé des accusations alarmantes. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a persévéré dans sa démarche diplomatique pour la paix. Des accusations portées par le Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire. Là, c'est le troisième sujet. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, chef de l'État, au cours d'une rencontre avec les forces vives de la nation le jeudi 11 juillet 2024, a formulé des accusations alarmantes et directes contre l'actuel gouvernement ivoirien. Il a affirmé en substance qu'un centre des opérations visant à déstabiliser son pays était établi en Côte d'Ivoire. Il dit détenir des preuves solides et irréfutables pour étayer ses affirmations. La récurrence et la gravité de telles accusations suscitent préoccupation et inquiétude au sein des populations. Le cadre restreint de GPS s'est donc penché sur la matière pour tenter d'en saisir les tenants et les aboutissants.
La sensibilité et la délicatesse du sujet nous imposent de l'appréhender avec beaucoup de maturité au regard des liens historiques et séculaires qui unissent nos deux pays. Aussi, force est de reconnaître que l'actuel gouvernement ivoirien s'est visiblement éloigné de ce que fut la seconde religion de feu le président Félix Houphouët-Boigny, à savoir le dialogue, et n'a pas toujours su en faire bon usage. De sorte qu'il faut apprécier les propos accusatoires du président de la transition burkinabé à l'aune de la posture, à bien des égards, belliciste du président Alassane Ouattara vis-à-vis de son pays et des initiatives malheureuses du gouvernement ivoirien en direction des pays de la Confédération des États du Sahel. En effet, il est incontestable que le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont été à l'avant-garde des sanctions illégales et illégitimes qui ont frappé durement les pays membres de la Confédération des États du Sahel. Fermeture des frontières, interdiction de commercer, confiscation des avoirs de ces pays à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCAO, pour disloquer leurs économies. Blocus terrestre et aérien. Même les médicaments à destination de ces pays étaient soumis à un embargo. Ces sanctions inhumaines ont causé larmes et désolation au sein des populations de ces États. Puis, le président Ouattara s'est proposé d'envoyer 2 bataillons de l'armée ivoirienne sans autorisation du Parlement pour faire la guerre au Niger. Peut-on, dès lors, être surpris du ressentiment des peuples du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de leurs dirigeants vis-à-vis de notre pays? N'avons-nous pas objectivement créé cet environnement d'hostilité et de belligérance avec nos voisins? C'est pourquoi GPS estime qu'il incombe au gouvernement actuel de respecter la souveraineté de ces États et de renouer avec le traditionnel dialogue ivoirien afin de rétablir des relations réellement fraternelles et d'apaiser le climat politique avec les pays de la Confédération des États du Sahel. Là, vous avez la position du mouvement Génération et Peuple Solidaire suite aux accusations formulées le jeudi 11 juillet 2024 par le président du Faso, son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ces accusations sont claires. Alassane Ouattara abrite en Côte d'Ivoire un centre consacré à la déstabilisation du Burkina Faso et œuvre par tous les moyens à faire tomber le régime qui est à la tête du Burkina Faso pour restaurer à la tête de ce pays un régime qui soit soumis à ses 4 volontés à lui, Alassane Dramane Ouattara, et qui soit soumis aux 4 volontés des maîtres d'Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. Voilà l'accusation. Alors, on pourrait penser que c'est une accusation très grave. On aurait raison. Mais Génération et Peuple Solidaire s'est imposé le devoir de regarder les faits et de juger l'accusation sur la base des faits. Est-ce que les faits corroborent ces accusations? Ou est-ce que les faits permettent de remettre en cause ces accusations? Quels sont les faits? C'est que M. Alassane Dramane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire, a adopté une posture belliciste. Le bellicisme, c'est la tendance à vouloir faire la guerre aux autres. C'est la propension à déclarer et à faire la guerre aux gens. Hein? Du latin bellum, qui renvoie à ce qui est guerrier, à ce qui renvoie à la guerre. Le bellicisme d'Alassane Dramane Ouattara contre les pays de la Confédération des États du Sahel est un fait. Tout le monde se souvient de très fraîche date d'Alassane Dramane Ouattara déclarant qu'il va envoyer un bataillon de 1100 hommes imposer les 4 volontés de la Côte d'Ivoire au Niger.
au nom d'une soi-disant démocratie qu'ils voudraient y rétablir, alors même qu'elle n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait. Génération et Peuple solidaire ne fait pas de théorie sur la Lune. C'est un fait, oui ou non? Les déclarations de guerre d'Alassane Dramane Ouattara contre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Je rappelle qu'au sein de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara et Mbalo étaient au cœur de l'idée de mettre en place ce qu'ils ont appelé une force anti-putsch qui irait imposer la conception de l'ordre politique. Eh bien, des néocolonisés de la CEDEAO aux pays dans lesquels ont eu lieu des processus révolutionnaires et des coups d'État révolutionnaires. Ça ne vous a pas échappé. Donc, le premier fait qu'il faut prendre en considération, c'est que Alassane Dramane Ouattara a pris l'habitude ces dernières années de déclarer la guerre aux pays de l'Alliance des États du Sahel. Et il ne s'en est pas caché, il l'a fait publiquement. Ça, c'est le premier fait. Il y a un deuxième fait. Alassane Dramane Ouattara, usant de ses relations avec la tutelle néocoloniale française, s'est impliqué dans le blocage récurrent des fonds souverains du Mali, du Burkina Faso et du Niger à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, basée à Dakar. Alassane Ouattara est coupable de plusieurs rétentions illégitimes de fonds souverains, de plusieurs blocages de décaissements souverains des États, de l'Alliance des États du Sahel, de la Confédération des États du Sahel. Ça, c'est un deuxième fait. Troisième fait, Alassane Ouattara s'est associé, s'est fortement impliqué dans les sanctions illégales, inhumaines et criminelles, annoncées à chaque fois par la CEDEAO contre les pays de l'Alliance des États du Sahel, contre les pays de la Confédération des États du Sahel. Donc, en fait, quelle que soit la manière de regarder la situation, Génération et Peuple solidaire est obligé de constater qu'Alassane Ouattara est dans une posture de guerre contre le Burkina Faso, contre le Mali et contre le Niger. Il est constant dans cette posture. D'où notre mouvement constate qu'on ne peut pas nier le bien fondé des accusations du président du Faso, Ibrahim Traoré. Dès lors qu'on a pris en compte les faits. C'est quand on ne prend pas en compte les faits qu'on peut penser que les accusations formulées le 11 juillet sont des accusations infondées, des accusations délirantes. Quand on regarde les faits, on se rend compte que le président Ibrahim Traoré n'a fait que nous rappeler ce que nous savons. À savoir qu'Alassane Dramane Ouattara tient absolument à imposer par la violence, par la force, une conception de la sous-région, une conception de l'ordre international sous-régional qui lui est propre à lui et à ses maîtres, les néocolons français, les impérialistes américains, dont il est d'ailleurs désormais en train d'héberger une nouvelle base militaire en Côte d'Ivoire. Génération et Peuple solidaire, dès lors, rappelle la nécessité d'un changement de la diplomatie ivoirienne, un changement de l'attitude du gouvernement ivoirien envers les pays voisins et frères de la Côte d'Ivoire. Génération et Peuple solidaire se positionne pour une relation de fraternité, d'amitié, de coopération, une relation de collaboration mutuelle entre la Côte d'Ivoire et l'actuelle confédération de l'Alliance des États du Sahel. Une Côte d'Ivoire qui serait gouvernée par Génération et Peuple solidaire serait une Côte d'Ivoire amie et alliée de l'Alliance des États du Sahel. Ce serait une Côte d'Ivoire impliquée dans l'Alliance des États du Sahel et prête à évoluer avec elle dans des perspectives d'intégration africaine. C'est ce message-là que Génération et Peuple solidaire donne. La ligne que le leader Guillaume Kibasfori Soro et ses compagnons que nous sommes en Côte d'Ivoire suivons, elle est celle de l'intégration africaine, mais dans la perspective de la souveraineté totale de l'Afrique. L'intégration africaine dans l'indépendance africaine. Contrairement à la CEDEAO, qui est une organisation néocolonisée, une organisation de vassaux, une organisation de chefs d'État manipulée par des puissances étrangères à l'Afrique, l'Alliance des États du Sahel montre sa détermination à servir les peuples africains du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Génération et Peuple solidaire, dans sa compréhension de la politique africaine, de la politique internationale et des intérêts du peuple de Côte d'Ivoire, Génération et Peuple solidaire est solidaire, allié, ferme soutien de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Voilà ce qu'il faut bien comprendre dans cette prise de position.
Nous soutenons fermement, totalement, l'Alliance des États du Sahel, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, parce que son combat est juste et parce que c'est ce combat que nous menons en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Vous voyez l'importance d'analyser et de faire comprendre les déclarations de notre mouvement au lendemain de leur sortie. On passe au troisième sujet. Autant le président Ouattara a mis force et énergie à quereller et à sanctionner ces États, on va passer au quatrième sujet. Il devrait s'activer avec la même énergie pour renouer le dialogue et faire la paix. Il ne peut y avoir aucune autre alternative d'une éventuelle base militaire américaine à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. On passe au quatrième sujet. Des informations révélées par la presse portent à croire que la Côte d'Ivoire aurait accepté l'installation d'une base militaire américaine près de la ville d'Odiéné, dans le nord-ouest du pays. Des sources diplomatiques affirment que le gouvernement ivoirien aurait acquiescé à l'installation de ladite base militaire lors de la rencontre du 29 avril 2024 entre le président Ouattara et le général Michael Langley, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, en abrégé AFRICOM. Il est à noter qu'avant le général Langley, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait également été reçu par Alassane Ouattara pour préparer le cadre politique de ce déploiement. Interrogé sur la réalité de ce projet de redéploiement, le gouvernement ivoirien a choisi de ne pas répondre, ajoutant au trouble et à la confusion sur cette question sensible qui touche à la sécurité nationale et sous-régionale. Il faut observer que les troupes américaines, contraintes de se retirer du Niger par les nouvelles autorités de ce pays, cherchent un pays d'accueil. Le Tchad, à son tour, a exigé le départ de l'armée américaine de son sol. Un temps, il fut envisagé un redéploiement au Sénégal. Mais les États-Unis y renoncèrent en raison de la posture souverainiste des nouvelles autorités sénégalaises. GPS interpelle le gouvernement ivoirien sur la question. Le peuple ivoirien a le droit de savoir et de connaître la vérité sur ce qu'il en est de ce dossier. GPS en appelle aux députés de la nation afin qu'ils se saisissent de cette question pour faire la lumière sur ce qui pourrait être un accord militaire nébuleux, compromettant et contraire aux intérêts de la nation. Du limogeage de 2 directeurs généraux. Je passe maintenant à l'analyse du quatrième point que vous venez d'entendre. Là, je salue la camarade Elisabeth Cadio, membre de la commission d'orientation et de coordination de notre mouvement, qui est en train de donner lecture de la déclaration. Je la salue et la félicite pour la puissance de sa vocalisation. On apprend que les États-Unis d'Amérique sont en train d'installer une base militaire à Odiéné, eh bien à Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pratiquement à la frontière avec le Mali et la Guinée. Une base militaire qui viendrait, pour ainsi dire, permettre aux États-Unis de continuer leurs activités d'espionnage, d'ingérence, leurs activités de surveillance des affaires intérieures des pays africains. Activités pour lesquelles ils ont été priés de débarrasser le plancher au Mali, de débarrasser le plancher militairement parlant au Burkina Faso, de débarrasser le plancher au Niger. Génération et Peuple Solidaire constate que, une fois de plus, M. Alassane Dramane Ouattara engage la paix, la sécurité des Ivoiriens sans la moindre consultation des institutions ivoiriennes, ou du moins ce qui en reste. Voici quelqu'un qui a déclaré la guerre contre le Niger. Voici quelqu'un qui s'est permis de mener des actions de guerre contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso ces derniers temps, sans en avoir déféré au Parlement ivoirien. Voici quelqu'un qui se permet
au regard des informations que nous avons, de donner une base militaire à une puissance étrangère en Côte d'Ivoire sans consulter le Parlement, c'est-à-dire ni l'Assemblée nationale ni le Sénat. Génération et Peuple solidaire commence par dénoncer cette manière de gérer la Côte d'Ivoire comme étant un bien personnel de M. Ouattara. Alassane Ouattara est apparu en 1989 dans la politique ivoirienne. Avant cette date, il était inconnu au bataillon des hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Il doit donc normalement pouvoir imaginer que la Côte d'Ivoire a existé sans lui et qu'elle peut continuer et qu'elle continuera à exister sans lui. Alassane Ouattara ne peut pas poser des actes politiques en Côte d'Ivoire comme si le peuple ivoirien n'existait pas. Comme s'il n'y avait pas des institutions de ce peuple qu'il faille un minimum consulter avant de procéder à des décisions qui engagent le destin des générations actuelles et futures. Donc, Génération et Peuple solidaire dénonce ce césarisme, ce monolithisme, ce dilettantisme, cet aventurisme des décisions de M. Ouattara. Des décisions qui, à aucun moment, ne sont puisées dans un consensus préalablement établi avec le peuple ivoirien et ses institutions. Mais allons plus loin. Quel est le rôle des forces armées américaines en Afrique? Objectivement, Génération et Peuple solidaire rappelle que les forces armées américaines ont régulièrement participé à la déstabilisation du continent africain ces dernières années. Si on remonte même aux années 50-60, l'armée américaine, notamment à travers ses renseignements généraux, a contribué à l'élimination de quelques-uns des plus importants leaders que l'Afrique connaissait. On le sait notamment pour le cas de Patrice Emery Lumumba au Congo. Il a été éliminé grâce précisément à l'action conjuguée des puissances coloniales européennes et de la CIA américaine. Dans la même période, le secrétaire général de l'ONU, qui avait pris fait et cause pour Patrice Emery Lumumba, était assassiné. Son avion était abattu en Afrique australe, Dag Hammarskjöld. Il y a un très bon travail de la docteure Susan Williams sur les guerres secrètes de la CIA. Sur les guerres secrètes de la CIA, précisément en Afrique. Mais je rappelle une fois de plus, le livre de Daniel Ganser, hein, Les armées secrètes de l'OTAN. Les armées secrètes de l'OTAN. Commandez ce livre et lisez-le, et vous saurez quelles sont les opérations criminelles, justement, que l'armée américaine a menées en Afrique, à travers l'alliance de l'OTAN, depuis plusieurs décennies. D'accord? Donc, quand on sait que l'armée américaine a eu tendance à intervenir dans les affaires africaines, au mépris de la souveraineté, de la sécurité, de la paix africaine, et uniquement pour consolider la mainmise des multinationales américaines sur les ressources naturelles stratégiques de l'Afrique. Quand on le sait, on ne peut pas rester indifférent à la décision d'Alassane Ouattara, alors même que le peuple ivoirien attend et exige depuis très longtemps le départ des bases militaires françaises. La décision d'Alassane Ouattara de corser l'addition de l'occupation militaire de la Côte d'Ivoire par l'ajout d'une base militaire américaine, alors même que depuis au moins le début des années 90 et les mouvements dits démocratiques, les Ivoiriens ont collectivement demandé plusieurs fois à l'armée française de quitter leur sol. Qui a oublié les événements de novembre 2004 devant l'hôtel Ivoire, où l'armée française tire à bout portant sur des Ivoiriens et en tue plus de 60. Affaire qui n'a jamais été jugée. Qui a oublié que les bases militaires étrangères en Côte d'Ivoire sont des bases de mort, sont des bases d'agression, sont des bases criminelles? Qui a oublié cela? Ceux qui l'oublient sont ceux qui n'étudient pas l'histoire du pays, l'histoire du continent. Est-ce qu'on a jugé ceux qui ont assassiné les Ivoiriens en novembre 2004 devant l'hôtel Ivoire? Est-ce que les soldats français qui ont tué les Ivoiriens sont passés au tribunal, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, pour qu'on veuille maintenant envoyer, en plus de cela, des soldats américains qui sont connus pour n'avoir aucun égard pour les peuples africains. D'autant plus qu'ils savent que eux, selon leurs lois, ne peuvent pas être jugés devant les juridictions internationales. Vous ne pouvez pas juger un Américain à la Cour pénale internationale. Vous ne pouvez pas juger un Américain à la Cour internationale de justice.
Vous ne pouvez juger un Américain dans aucun tribunal international. Et les autorités américaines interviennent même parfois pour empêcher que leurs citoyens soient jugés par des tribunaux nationaux. Des pays dans lesquels ils commettent des infractions. Oui! Mais comment vous pouvez vous permettre au moment où toute l'Afrique, à la quasi-unanimité, se bat pour que le continent soit libéré des puissances impérialistes, néocolonialistes, anciennement coloniales et négrières, qui veulent absolument s'incruster par des bases militaires et ainsi imposer leurs vassaux à la tête de nos États? Comment peut-on imaginer que M. Ouattara, à contre-courant des enseignements de l'histoire et de l'actualité, veuille placer une base militaire à Odiéné, une base militaire américaine? Cela ne peut être compris que comme un acte de guerre de plus. Contre le peuple ivoirien d'abord, et ensuite contre les peuples ouest-africains, et notamment contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vous voyez très bien que le positionnement de cette base à Odiéné obéit à une logique d'encerclement géostratégique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel par les troupes de l'OTAN. Où sont positionnées actuellement les troupes de l'OTAN? Il est important qu'on le sache. Les troupes de l'OTAN sont positionnées donc en Côte d'Ivoire. Elles sont positionnées en Guinée, avec Mamadi Doumbouya, qui fait ami-ami avec elles. Elles sont positionnées au Sénégal, où elles ont une base officielle. Des bases officielles. Elles sont positionnées en Mauritanie, où El Ghazouani fait leurs affaires. Elles sont positionnées au Maroc. Elles sont positionnées en Tunisie. Elles sont positionnées en Libye. Elles sont positionnées en Algérie. L'Algérie coopérant avec la CIA. Et avec des proxys de la CIA, notamment les dirigeants des organisations terroristes, comme Iyad Ag-Ghali d'Al-Qaïda. Les troupes américaines sont positionnées en Libye. Elles sont positionnées en Égypte. Elles sont positionnées au Soudan. Elles sont positionnées au Tchad. Jusqu'en dernière date, elles étaient positionnées au nord du Cameroun, où elles avaient une base de drones à Garoua, qui, me semble-t-il, est beaucoup moins opérationnelle, mais il y a ce positionnement au Cameroun. Elles sont positionnées au Ghana. Elles sont positionnées au Libéria. Elles ont des antennes au Togo, puisque le Togo a une coopération militaire stratégique importante avec Israël. Et qui dit coopération militaire avec Israël dit présence américaine. Elles sont positionnées au Bénin, puisque Talon leur a offert le territoire béninois comme lieu de villégiature et de repli. Donc, comment peut-on comprendre que M. Ouattara, dans un contexte où le monde entier voit que l'OTAN ne veut pas quitter l'Afrique, parce que l'Alliance occidentale considère que les ressources naturelles africaines doivent être volées, pillées et arrachées, comme cela a été le cas depuis 600 ans. Il faudrait que ça continue au XXIe siècle. Comment peut-on comprendre que M. Ouattara, dans une Côte d'Ivoire dont la population est à 70-75%, en deçà de 30 ans, comment Ouattara peut-il hypothéquer l'avenir de ces millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens en compliquant la situation, en renforçant la domination? Comment peut-il faire cela? Et c'est pour cela que Génération et Peuple Solidaire proteste contre la volonté de M. Ouattara de compliquer encore davantage la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas encore débarrassés des bases militaires françaises. Ils ne sont pas encore débarrassés du franc CFA. On vient leur ajouter le dollar et les bases militaires américaines. Très clairement, Génération et Peuple Solidaire s'oppose à l'installation des bases militaires américaines en Côte d'Ivoire. Nous sommes opposés. Nous ne voulons pas de bases militaires américaines en Côte d'Ivoire. Et les bases militaires françaises doivent se retirer du sol ivoirien. D'autant plus qu'il n'y a pas de base militaire ivoirienne en France, ni aux États-Unis. C'est aussi simple que cela. Vous n'admettez pas ça chez vous. Mais les Africains n'admettent pas ça chez eux. Voilà. Ramenez vos militaires chez eux. Ramenez vos militaires chez eux. L'Afrique n'occupe militairement aucun pays occidental. Aucun pays occidental n'est sous occupation militaire africaine. L'Afrique ne veut et n'acceptera plus jamais l'occupation
de son sol par une armée occidentale. C'est aussi simple que cela et c'est ce principe qui guide ici l'analyse de Génération et Peuple solidaire. Mettre fin à l'occupation militaire étrangère du sol ivoirien. C'est notre vocation, c'est notre ambition. Voilà, on passe maintenant au 5e sujet de la déclaration. Vous voyez, c'est important de décortiquer ces sujets comme ça pour que vous sachiez qu'il y a une pensée politique, il y a une vision politique. Génération et Peuple solidaire incarne cette vision, cette pensée, cette détermination au cœur du peuple ivoirien. Bon. GPS a appris le limogeage des directeurs généraux de la RCI et du Conseil Coton-Anacad à l'issue du dernier Conseil des ministres. Le motif de ces licenciements serait des malversations constatées dans la gestion de ces structures étatiques. Ce qui n'est pas vraiment une surprise dans la République du RHDP. Le cadre restreint de GPS prend acte de ces décisions, mais les trouve insuffisantes et insatisfaisantes. En effet, les malversations constatées dans ces structures étatiques s'étendent sur plusieurs exercices de gestion. La question pertinente est de savoir comment de tels actes de cavalerie financière et de mauvaise gestion caractérisée ont pu aussi longtemps se produire à l'insu du ministère de tutelle et sans que les conseils d'administration dont elles sont dotées n'aient pu agir en préconisant des correctifs. D'autant plus que certaines de leurs sessions sont justement consacrées à l'arrêté des comptes. Notons que les organes de contrôle des sociétés étatiques disposent en leur sein d'un comité d'audit dont la mission principale demeure le contrôle de la gestion des directeurs généraux. Par conséquent, le cadre restreint de GPS considère qu'il serait de bonne loi que les sanctions prises à l'encontre des directeurs généraux s'appliquent également aux membres des conseils d'administration. Par ailleurs, il est inadmissible qu'en dépit de la création des ministères exclusivement dédiés au suivi des sociétés d'État, à savoir le ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, de tels dérapages puissent se produire. La gestion calamiteuse et en toute impunité des entreprises publiques est devenue un fait banal. Eh oui. La culture de l'impunité s'est érigée en règle sacrée depuis l'avènement au pouvoir du RDR, devenu RHDP par la suite. Il est étonnant que le président Ouattara, présenté comme le Mozart de la finance et d'une intégrité jamais vue, en 13 ans de pouvoir, n'a jamais pu faire aboutir un seul procès en justice contre ces nombreux cadres véreux. Tous les dirigeants d'entreprises publiques qui se sont rendus coupables de prévarication gravement reçus en tout et pour tout comme sanction qu'un simple limogeage temporaire. Le temps de l'oubli et ils sont aussitôt recyclés ailleurs. Tout se passe comme si le devoir de reddition de comptes des gestionnaires publics, principe fondamental dans tout système démocratique qui se veut sérieux, reste un vœu pieux. Aucune affaire de détournement de deniers publics n'a connu de suite judiciaire. Seuls des procès politiques ont été conduits avec alacrité pour détruire des opposants politiques. Les Ivoiriens sont en droit de se demander pourquoi aucun prévaricateur de deniers publics en Côte d'Ivoire n'a fait l'objet de poursuites judiciaires. Bénéficie-t-il de complicité au sommet de l'État? C'est pourquoi GPS demande aux députés de la nation de se saisir de la question en vue de traduire les prédateurs et autres concussionnaires en justice. La dissolution du ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques,
Une telle décision aura pour mérite de mettre moins à mal les finances publiques. L'abolition de la pratique des parapluies politiques à double standard. Elle consiste à assurer une immunité de poursuite aux dirigeants sociaux des entreprises publiques qui ont des appuis politiques au sein du parti au pouvoir et à ne sanctionner que ceux qui deviennent politiquement incorrects. De la subvention accordée aux exportateurs nationaux. Là, c'est le sujet suivant. Je commente maintenant le 5e sujet de la déclaration. Alors, Alassane Dramane Ouattara a débarqué de leur poste les directeurs généraux de la NACAR, du coton, de la RTI, au motif que ceux-ci seraient coupables de malversation financière à la tête des entreprises d'État dont ils avaient la responsabilité. Mais Génération et Peuple Solidaire s'étonne. Ce n'est pas la première fois que des malversations financières à la tête des entreprises d'État de Côte d'Ivoire soient signalées. Mais il y a un problème. Comment est-il possible que toutes ces malversations ne soient pas l'objet de procès et de condamnation? Comment est-il possible qu'il n'y ait pas de procès pour les directeurs généraux qui ont été épinglés à la suite des malversations financières qu'on leur reproche? Qu'est-ce qui peut expliquer l'absence de conséquences judiciaires à la prédation de la fortune de l'État? Génération et Peuple Solidaire pose cette question. Pourquoi les voleurs de la Ouattari sont-ils libres? Pourquoi est-ce qu'ils sont libres? On est obligé de réfléchir à ça. Pourquoi Alassane Ouattara n'arrête pas les voleurs? Il dégomme des directeurs de sociétés publiques en disant qu'ils ont volé. Et après, ils vivent tranquillement à Abidjan. Ils vaquent tranquillement à leurs occupations. Et quelques mois plus tard, ils sont nommés dans une nouvelle structure. GPS demande pourquoi Alassane Dramane Ouattara le fait-il? Alors, je pense qu'il y a une hypothèse très simple. Si Alassane Dramane Ouattara et tout son régime sont incapables d'arrêter les voleurs, c'est parce que, au sommet de l'État, les voleurs bénéficient de complicité. Autrement dit, les voleurs ne volent pas seuls. C'est quand leur vol commence à être trop connu qu'on les protège et qu'on place de nouveaux voleurs afin que ceux-ci volent mieux, de manière catiminieuse, en attendant qu'on sache qu'ils ont volé et qu'on les remplace, qu'on les mette sur le banc de touche des voleurs. Oui, le sens de la déclaration de GPS, c'est de pointer la responsabilité de la direction de l'État de Côte d'Ivoire actuel dans l'impunité des voleurs dans les entreprises d'État. Si les grands voleurs des entreprises d'État ne sont jamais jugés, c'est bien parce qu'ils ont une protection en haut lieu. Mais si on les protège en haut lieu, c'est parce que le fruit de leur rapine est partagé en haut lieu selon la logique de la rétrocommission. De telle sorte qu'en fait, les nombreux faits de malversation financière reprochés par Alassane Dramane Ouattara aux directeurs généraux des entreprises publiques qu'il a lui-même nommées, ces faits qui ne se traduisent pas en poursuites judiciaires sont des auto-accusations d'Alassane Dramane Ouattara. Ceci nous permet de nous souvenir que cet homme s'est octroyé le plus gros budget de souveraineté de l'histoire de Côte d'Ivoire. Dans les années 2015, 2016, 2017, il était déjà monté à 342 milliards. 342 milliards de budget de souveraineté pour la présidence de la République. Alors que, sous le président Bédié, pour 50 milliards de budget de souveraineté, sous le président Laurent Gbagbo, pour 60 à 70 milliards de budget de souveraineté, Alassane Dramane Ouattara hurlait sur tous les toits que c'était de la gabegie financière inégalée. Alassane Ouattara, lui, il s'octroie aujourd'hui pratiquement 400 milliards de francs CFA annuels de budget de souveraineté. Et on doit pouvoir s'interroger sur sa capacité à contrôler les membres de sa famille qu'il a incrustés à tous les niveaux de l'appareil d'État. Qui voit Alassane Dramane Ouattara envoyer son petit frère Téné Birahima Ouattara en prison parce que celui-ci aurait détourné tout ou partie du budget de l'armée? Qui voit Ouattara envoyer Téné Birahima en prison?
Qui voit Alassane Ouattara envoyer sa nièce, qu'il a mis à la tête de la Petrosi, Pétrole Côte d'Ivoire, Nina Keïta? Qui voit Ouattara l'envoyer en prison parce qu'elle aurait détourné l'argent du pétrole ivoirien? Qui voit? Qui voit Ouattara envoyer sa nièce Masséré Touré, à qui il a donné des présidences de conseil d'administration à foison? Qui voit Ouattara l'envoyer en prison parce que l'une des sociétés dont elle est présidente de conseil d'administration est un lieu de malversation? Par exemple, je pense que cette dame-là, elle est présidente du conseil d'administration de la RTI. Masséré Touré. Le DG de la RTI est débarqué pour malversation financière. Pourquoi la présidence du conseil d'administration n'est pas débarquée? Parce que le conseil d'administration est chargé de contrôler la direction générale de l'entreprise. Comment il peut y avoir eu des malversations sans que le conseil d'administration n'en ait eu connaissance et qu'il ait pris l'initiative lui-même de proposer la sanction? Comment est-ce possible? Donc en fait, cette question de la corruption dans les sociétés publiques et parapubliques ivoiriennes est intimement liée à la corruption d'Alassane Dramane Ouattara lui-même. C'est lui qui, par sa propre corruption, protège tous les corrompus. Et c'est par là qu'on comprend pourquoi il n'y a pas en prison un seul directeur général de Ouattara qui pourtant a été viré par Ouattara pour avoir volé. Ouattara épingle des voleurs, les libère et les remet au beurre. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire épingle des voleurs, les libère et les remet au beurre. Ce qui nous permet de comprendre que leur vol est un vol organisé, c'est un vol en association. C'est un vol en association. Alassane Ouattara et le RDR, RHDP, sont un régime de voleurs associés. C'est la seule explication. Et Génération Un Peuple Solidaire souligne le fait que les seuls procès qu'on voit, ce sont des procès pour persécuter les cadres de l'opposition politique. Comme le vice-président de notre mouvement, Koné Kamaraté Souleymane, qui finalement ne passe pas un mois sans être trimballé dans les tribunaux par Ouattara. Alors qu'il n'a pas volé une seule épingle. Ceux qui volent à la tête de la NACARD, ceux qui volent à la tête du coton, ceux qui volent à la tête de la RTI, ceux qui volent à la tête du port autonome, ceux qui volent à la tête des régies financières, Alassane Ouattara les remplace seulement. Ce qui laisse penser que quand ils volent en connaissance de cause. Ils volent sous sa protection. Ils volent sous son approbation. Parce que si ce n'était pas le cas, il leur ferait répondre de leurs actes devant la justice. Mais quand tu sais que toi, le chef, tu as encouragé tes adjoints à voler et que tes adjoints viennent partager le magot avec toi, mais tu ne peux pas les envoyer au tribunal. Parce que si tu les envoies au tribunal, ils vont dire à un moment donné que c'est toi qui les as envoyés. Ils vont dire à un moment donné que tu les as couverts. Ils vont dire à un moment donné qu'ils t'ont ramené la rétrocommission. Ils vont dire à un moment donné qu'on les accuse d'avoir volé, mais c'est toi qui as demandé qu'ils cassent la caisse pour te donner. C'est donc une omerta, c'est une mafia qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est important que vous le sachiez. La suite de la déclaration. Merci, camarade Kadio, de la qualité de la déclaration. Elle consiste à assurer une immunité de poursuite aux dirigeants sociaux des entreprises publiques qui ont des appuis politiques au sein du parti au pouvoir et à ne sanctionner que ceux qui deviennent politiquement incorrects. De la subvention accordée aux exportateurs nationaux de café et de cacao. La subvention aux exportateurs de café et de cacao. Le Conseil des ministres du 11 juillet 2024 a informé de la prise d'un décret par le président de la République qui instaure une subvention aux exportateurs nationaux de café et cacao sur 4 exercices de 2024 à 2027 en vue de soutenir la compétitivité internationale. Si l'on peut saluer une mesure budgétaire en faveur des opérateurs économiques nationaux, le décret pris en référence à l'ordonnance numéro 2011-481 du 28 décembre 2011 portant commercialisation et régularisation du secteur café-cacao appelle toutefois les observations et commentaires qui suivent. Les subventions sont des pratiques discriminatoires anticoncurrentielles qui, au lieu de concourir à la compétitivité internationale, créent des rentes situationnelles pour des opérateurs privilégiés.
Les politiques de stabilisation de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire ont institué un seul mécanisme d'intervention lorsque le prix CAF, coût assurance fret de référence, est supérieur au prix CAF de réalisation. L'exportateur reçoit un soutien égal au différentiel du prix anticipé par rapport au prix de réalisation. Ce mécanisme interne à la filière ne prévoit pas de soutien en cas d'incapacité des opérateurs à honorer leurs engagements commerciaux. Or, ce fut le cas pour la campagne 2023-2024. Et cela risque d'être le cas pour les années à venir. À ce rythme, les réserves de stabilisation seront asséchées pour laisser à leur sort le moment de la disette venue. Les pauvres paysans, les seules variables d'ajustement du prix de nos matières premières agricoles. GPS note que, au lieu de lutter efficacement contre les pratiques monopolistiques des majors de la filière qui ramassent toutes les sèves ne laissant qu'une part congrue aux petits exportateurs nationaux, le gouvernement a choisi la voie facile des subventions. Le soutien dont l'acte est pris par décret en Conseil des ministres est une subvention contraire aux règles du libéralisme dont notre pays se prévaut. Elle est discriminatoire en ce que les industriels locaux de la filière de la noix de cajou grave, hein? Vivent la même Ce qui se passe là est très grave. Major Singapour. Je vais vous expliquer. Une subvention est un abandon de créances fiscales, de taxes et droits, et dans des cas extrêmes d'appui en trésorerie aux bénéficiaires. Les subventions que le gouvernement s'apprêterait à octroyer à des opérateurs triés sur le volet sont des ressources budgétaires. Comme telles, elles doivent être arrêtées en leur nature et en leur montant par une loi de finances rectificative pour 2024. C'est après cela que le décret en viendrait préciser les modalités d'application et les bénéficiaires. Or, l'on constate encore une fois pour le régime RHDP et son gouvernement que la volonté du prince fait loi. Le cadre restreint de GPS invite le gouvernement à la bonne gestion des finances publiques en introduisant au Parlement, Assemblée nationale et Sénat une ordonnance modificative du budget 2024 en vue de se conformer à la loi organique numéro 2014-336 du 5 juin 2014 portant loi de finances en Côte d'Ivoire. Enfin, le cadre restreint de GPS se demande qui sont ces nationaux, heureux bénéficiaires de cette manne présidentielle. Car selon les dispositions de l'ordonnance du 28 décembre 2011, l'exportation du café et du cacao est réservée aux opérateurs ci-après. Les sociétés de droit ivoirien ayant pour objet l'exportation de café et de cacao. Les organisations professionnelles agricoles ayant pour objet l'exportation de café et de cacao. Les producteurs de café et de cacao. Il est bien entendu que tous ces opérateurs ont un agrément donné par l'organe de gestion du secteur qu'est le Conseil du café-cacao. Face à la dégradation continue de la situation sociopolitique nationale du pays, GPS lance un appel solennel aux forces sociales et politiques ivoiriennes à s'unir pour faire barrage à l'actuel régime, reconquérir la souveraineté nationale et instaurer un état de droit pour tous. Fait à Abidjan, le 16 juillet 2024, le cadre restreint de Génération et Peuples solidaires. Alors, j'en viens maintenant à ce dernier point et à l'appel au rassemblement qui est lancé à la fin de la déclaration numéro 4 de notre mouvement. Écoutez, le dernier point est extrêmement important. Alassane Dramane Ouattara décide de subventionner
les opérateurs exportateurs de café cacao en Côte d'Ivoire. Notre mouvement rappelle que des subventions de l'État ne doivent être accordées que pour assurer le principe d'équité. De telle façon que tous ceux qui travaillent à produire le café et le cacao ne se retrouvent pas spoliés à cause des modifications brutales, des rapports de force, des tarifs internationaux du café et du cacao. Alors, lorsque le coût de production, de transport et de livraison dans les ports ivoiriens est supérieur, lorsque ce coût est supérieur, eh bien, au coût qui est exigé à l'international, au prix, l'État s'engage à compenser. Lorsque le prix de vente du café et du cacao à l'international, eh bien, est inférieur au coût de production, de transport et de livraison, l'État s'engage justement à compenser. De telle façon que ceux qui ont dépensé ne se retrouvent pas en situation de perte, de déficit. Et donc dans l'incapacité de produire, d'exporter dans les prochaines opérations. Quand il y a donc une chute du prix du café et du cacao à l'international, alors que le coût de production du café et du cacao, lui, il est resté haut, l'État stabilise. C'était le principe de la caisse de stabilisation. C'est le principe de la caisse de stabilisation. C'est une réserve financière permettant de ne pas laisser s'effondrer les producteurs, ne pas laisser s'effondrer les exportateurs nationaux. Parce que les cours internationaux fluctuent, parfois en défaveur des producteurs, des exportateurs nationaux, alors l'État compense pour leur permettre de continuer l'activité de production et leur permettre de vivre de leur travail. Ça, c'est le principe de la subvention étatique. C'est un principe d'équité, de justice, de solidarité et de protection sociale. D'accord? Or, que fait Alassane Ouattara? Alors qu'il n'y a pas une variation avérée et brutale des cours du café et du cacao à l'international, c'est-à-dire, alors qu'il n'y a pas un fait particulier à l'international qui puisse justifier le décaissement de compensations et de subventions, Alassane Dramane Ouattara ordonne le versement de subventions à un certain nombre de producteurs, à un certain nombre d'exportateurs, et les critères sur la base desquels il les a choisis sont des critères discrétionnaires. On ne sait pas pourquoi. Il prend l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Il le donne sous forme de subvention à certains producteurs, à certains exportateurs. Non pas parce que le cours international du café cacao a beaucoup varié et que ceux-ci sont l'objet d'un contre-coup, mais parce que lui, il estime qu'il faut les encourager. Donc, GPS pointe en réalité un système de rétrocommission, un système de corruption potentielle en faveur du régime RHDP. Car qui sont ces producteurs, ces exportateurs ivoiriens qui bénéficient de ces subventions spéciales? Qui sont-ils? Il est à peu près certain que ce ne peut être que des producteurs, des exportateurs qui, en Côte d'Ivoire, sont proches ou membres du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Puisque les critères d'attribution de ces subventions ne font pas l'objet d'une évaluation publique, transparente et objective, il est certain que l'argent public est utilisé par Alassane Ouattara pour financer des ouattaristes, pour financer des membres du RHDP qui sont présents dans le domaine de l'économie, pour financer des membres du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui ont des sociétés d'exportation et de production du café et du cacao. L'argent public est en train d'être utilisé pour arroser la clientèle du RHDP au pouvoir, sous couvert de subventions à l'exportation du café et cacao. On redistribue l'argent public à des partisans de Ouattara, à des amis de Ouattara. Alassane Dramane Ouattara se paye lui-même des subventions parce que plusieurs des membres de sa famille possèdent des sociétés d'exportation du café et du cacao. Quand il leur verse des subventions, Alassane Ouattara se paye lui-même à travers eux. Est-ce que vous comprenez? C'est cela que GPS dénonce. L'absence de transparence dans le processus d'attribution des subventions à la production et à l'exportation du café et cacao plaide pour l'instrumentalisation justement de ces subventions par Alassane Dramane Ouattara et son clan pour s'en mettre une fois de plus plein les poches
Et c'est ce que Génération et Peuple Solidaire dénonce. Une prédation sans nom contre la Côte d'Ivoire. C'est du vol. Les subventions de l'État accordées dans le flou, c'est du vol. Ceux qui gèrent l'État et qui accordent des subventions sur des critères non transparents, non objectifs, non inclusifs, en fait, ils s'octroient de l'argent public à travers des entreprises d'exportation dont ils sont les propriétaires, les copropriétaires, les commissionnaires de l'ombre. Et voilà l'abomination que Génération et Peuple Solidaire dénoncent. Le vol à ciel ouvert organisé par Alassane Dramane Ouattara sous couvert de subventions de l'État à des entreprises d'exportation. Et c'est ce qu'il fallait bien comprendre. D'où la conclusion du communiqué de la déclaration numéro 4, l'appel au rassemblement des forces vives de la nation ivoirienne pour bouter le RHDP, le régime corrompu d'Alassane Dramane Ouattara, hors du pouvoir, et rendre à la Côte d'Ivoire sa souveraineté. Le mot-clé par lequel la déclaration s'achève, c'est l'appel au rassemblement pour la souveraineté du peuple africain de Côte d'Ivoire. Je tiens à attirer votre attention que Génération et Peuple Solidaire émet là un son qui est en phase parfaite avec la déclaration du président Laurent Gbagbo lors de son dernier meeting à Bonois, en Côte d'Ivoire. Il ne vous a pas échappé que le président Laurent Gbagbo a dit ouvrir ses mains à tous ceux qui veulent œuvrer à débarrasser la Côte d'Ivoire du gouvernement de voleurs du RHDP. Génération et Peuple Solidaire émet exactement le même son. Ivoirienne, Ivoirien, amis de la Côte d'Ivoire en tout pays, unissons-nous pour délivrer ce pays du gang de brigands, de voleurs, d'assassins en col blanc, de criminels en col blanc, qu'on appelle le RHDP, et qui n'a que trop saigné cette nation. On dénonce depuis des années des détournements au niveau du fonds pour la réalisation des routes, le fameux fer. On dénonce des détournements au niveau de l'anacarde, des détournements au niveau du coton, des détournements au café cacao. Personne n'est jugé, personne n'est emprisonné. Les voleurs sont libres et se moquent des Ivoiriens. Il est donc important de bien comprendre que Génération et Peuple Solidaire se situent dans la même longueur d'onde que le PPACI pour dire qu'il est temps de rendre toute sa souveraineté au peuple ivoirien et que nous devons le faire ensemble. Le président Laurent Gbagbo a dit sans roublardise. GPS dit avec fermeté et détermination. C'est la même idée. Nous avons tous bien compris que l'intérêt du peuple africain de Côte d'Ivoire est d'être débarrassé du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et que pour cela, nous devons nous unir du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sans oublier les diasporas. Nous unir pour constituer une masse critique et obtenir le changement révolutionnaire nécessaire en vue de la souveraineté ivoirienne. Seule une Côte d'Ivoire souveraine pourra obtenir le départ des bases militaires françaises. Le départ de la base américaine, si elle est installée, elle repartira aussitôt. Seule une Côte d'Ivoire souveraine pourra participer à l'émergence de la monnaie souveraine africaine. Seule une Côte d'Ivoire souveraine pourra se doter d'institutions respectant les grands enseignements de la sagesse africaine immémoriale et multimillénaire. Seule une Côte d'Ivoire souveraine pourra participer à l'émancipation du continent africain en symbiose avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et toutes les forces africaines éveillées en lutte pour la souveraineté continentale. Tel est le sens, telle est la quintessence de la déclaration que Génération et Peuple Solidaire
je pense, a voulu mettre à la disposition du peuple et de l'opinion. Alors, je remercie celles et ceux d'entre vous qui, pour ces 1h22, eh bien, ont accepté de les partager. De les partager dans les campagnes, de les partager dans les villes de Côte d'Ivoire, dans les diasporas ivoiriennes, mais également dans tous les pays africains. Car la lutte que mènent Génération et Peuple Solidaire et toutes les forces politiques éveillées de Côte d'Ivoire n'est que partie totale de la grande lutte continentale pour l'émancipation du continent.